Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, la fameuse journée de la marmotte et son histoire dans l'Anaudière, la 36e édition de la Semaine nationale de la prévention du suicide est lancée dans la région et l'exposition de l'artiste Nick Ruksangdou captive à la Valtrie. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. La journée d'hier était bien spéciale puisque c'était le jour de la marmotte. En effet, cette journée est une tradition populaire qui repose sur une règle simple. Si l'animal voit son ombre, l'hiver se prolonge. Sinon, on annonce un printemps hâtif. Cette année, des marmottes bien connues au Canada auraient prédit une arrivée plus rapide du printemps. On vous explique d'où vient cette croyance et ce qu'elle signifie vraiment avec une touche régionale. Voici le reportage de ma collègue Naila Hood. Lundi 2 février était la journée de la marmotte, donc là on doit se demander s'il faut vraiment se fier à une marmotte pour savoir si l'hiver va durer. Donc pour démêler cette journée loufoque, je suis avec Cassandra Smith, historienne et directrice générale de Patrimoine Histoire Terrebonne. Et donc là, en fait, pour commencer, dis-moi, c'est quoi les origines de la journée de la marmotte, d'où ça vient cette journée-là? Alors, c'est une fête qui est très ancienne, donc ça n'a pas toujours été la marmotte. Au départ, en Europe, c'était à l'époque médiévale, donc une célébration chrétienne qui était la fête de la Chandeleur. Donc, Chandeleur, chandelle, la tradition voulait qu'on bénisse les cierges. Cette fête-là, elle avait lieu 40 jours après Noël parce qu'elle symbolisait la purification de la Vierge Marie. Et aussi, ça venait célébrer avec la lumière le retour éventuel du printemps, des récoltes et de la fertilité de la terre. Donc, c'est là qu'arrive aussi une coutume assez spéciale. Donc, faire des crêpes. Et qu'on devait faire les crêpes avec la farine qu'on avait eue dans la récolte de l'année qui venait de se terminer. Et la superstition voulait que si on ne faisait pas les crêpes, eh bien, on aurait une mauvaise récolte. Et ça, c'est le Cercle des fermières du Québec qui nous l'ont dit. Donc, c'est sérieux. Donc, comment faire les crêpes? En fait, à la Chandeleur, c'est encore fait de nos jours, là, et jusqu'à tout récemment, ce l'était encore au Canada et au Québec. C'est fêté notamment en France, en Suisse et en Belgique. On devait faire une crêpe et la laisser dans le garde-manger toute l'année durant, donc je présume jusqu'à la prochaine Chandeleur, et déposer une pièce de monnaie dessus. Et ça pour s'assurer, encore une fois, la prospérité. Là, j'essaie de voir le lien avec la marmotte, là, il y a les crêpes, je vois... Oui. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça ici, là, au Québec? C'est quoi qui se passe avec la marmotte, précisément? Donc, quand la tradition a traversé l'Atlantique, on a peu à peu abandonné le hérisson, en fait, pour la marmotte. Donc, aux États-Unis, c'est là que ça a commencé essentiellement. Donc, on a eu la première marmotte, Phil, en Pennsylvanie, en 1886. Et donc, éventuellement, la tradition arrive aussi au Canada, mais au Canada, on est un peu ambivalent. Donc, jusqu'en 1908, on hésite à sélectionner la marmotte puisque nos voisins américains ont la marmotte. Donc, on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas nous prendre l'ours? Là, ça doit être plus compliqué avec un ours, j'imagine. C'est sûr que pour le capturer puis l'entretenir, après ça, lui donner des bons soins, je pense que la marmotte, c'est plus simple, Naila. Donc, finalement, effectivement, c'est la marmotte qui a été choisie au Canada et on a eu notre première marmotte en Ontario, donc Williarton Willie. Il leur donne des noms en plus, c'est ça? Tout à fait. Et souvent, donc, le nom ou le prénom là, est lié à la ville où la marmotte est. Donc, elle est à Williarton, en Ontario. Donc, depuis 1957, le Canada a sa marmotte. Puis, au Québec, c'est ça, je voulais en venir à ça, c'était qui la première marmotte au Québec? C'était quoi son nom? C'est quoi son histoire? Oui, donc au Québec, en fait, il a fallu attendre plusieurs décennies là, avant d'avoir notre marmotte. Et c'est un monsieur, Roberto Blondin, en Gaspésie, qui regardait la télévision le jour de la marmotte en 2009 et qui s'est dit, mais est-ce que nous, on a notre marmotte au Québec? La réponse à l'époque, c'était non. Donc, M. Blondin, lui, s'est dit,
ça nous prendrait une marmotte, est allé faire un peu de recherche en Nouvelle-Écosse, voire même le propriétaire de la marmotte de Nouvelle-Écosse, et s'est dit, ben parfait, j'acquiers une marmotte, et en 2010, ce sera le premier jour de la marmotte, et nous aurons notre marmotte officielle au Québec, et c'est ainsi qu'est arrivé Fred, ou plutôt Gros Fred, parce que, Naila, on a fait nos devoirs, hein, puisqu'on fait de la généalogie chez PHT, ben, j'ai pris ça très au sérieux. J'ai décidé de faire l'arbre généalogique de Fred la marmotte au Québec parce que c'est pas la même marmotte depuis le début. Parce que la marmotte a une espérance de vie trop courte. Donc, on parle de 4 à 6 ans là, en nature et de 8 à 10 ans en captivité. Donc, on leur donne le même nom, mais c'est malheureusement pas la même marmotte. Donc, au Québec, on en est à notre 3e marmotte. Donc, ça partit avec Gros Fred, puis Petit Fred et maintenant Fred Junior, et qui sont vraiment tous de la même lignée, donc marmotte de père en fils pour les Fred du Québec. Puis là, ça va venir au tout début là, de ma question. Est-ce que c'est fiable une marmotte pour savoir si l'hiver va perdurer? Comment, vu que là, c'est différentes marmottes? Mais oui, effectivement. Donc, ce qu'on nous dit pas, on nous offre des statistiques en plusieurs endroits, dont Météo Média, mais c'est un peu biaisé parce que c'est jamais la même marmotte. Mais bon, Fred est l'une des marmottes les plus fiables, donc presque aussi fiable que Météo Média. Donc, depuis 2010, Fred a un taux de réussite de 65 pour les prédictions, tandis que Météo Média, ici, on parle de 75 %. Donc là, de ce que je comprends avec tout ce que tu m'as dit, en Amérique du Nord, il y a plusieurs villes qui ont leur propre marmotte. Donc, est-ce qu'ici à Terrebonne, on en a une? Et oui, donc il y a plusieurs villes, effectivement, qui ont leurs marmottes, mais le plus près qu'on a été d'avoir des marmottes là, dans la région des Moulins, en fait, c'est l'équipe de hockey Les Marmottes, l'équipe de hockey mineure. Donc, en 1978, dans la revue, on apprenait qu'il y avait un tournoi et cette équipe-là était dans les équipes qui allaient se disputer un match. De Mascouche, c'est ça? De Mascouche, effectivement. Sinon, le plus près qu'on a été, ce n'est pas une marmotte, mais c'est le lapin photographié par M. Gauvin, qui, encore une fois, dans la revue, nous joignait la photo et nous disait que il n'avait pas réussi à trouver la marmotte à Terrebonne, mais que ce gentil lapin, lui, avait décidé que la période d'hibernation était terminée. Et donc, M. Gauvin en a conclu que le printemps était à nos portes, finalement. Donc là, je me demandais, est-ce qu'on a des chances, nous, à Terrebonne, d'avoir notre propre marmotte? Écoute, Naila, je pense que oui, surtout avec le maire Traversy, son équipe en place, il y a une belle ouverture, protection, la biodiversité, le corridor. Puis là, on a une belle nouvelle qui s'en vient bientôt. Déclaration du Vieux-Terrebonne comme 14e site patrimonial. Donc, il me semble que c'est une nouvelle qui prendrait une marmotte pour attirer les gens. Donc, je pense que tout ce qui nous reste à faire, Naila, c'est d'aller manifester notre intérêt. Comme ça ici avec notre pancarte. Exactement. Amenez vos pancartes, votre marmotte, peut-être penser à un nom pour la marmotte même ou exact, une prochaine oui. mascotte. Puis, on va attendre des nouvelles de l'équipe du maire. Bien, merci beaucoup, Cassandra. Pour te remercier de cette belle entrevue, moi, j'ai fait des recherches chez moi là, dans mes objets, puis j'ai trouvé que j'avais un chandail d'une marmotte. Du moins, je crois que c'est une marmotte. Tu pourras me dire, c'est toi l'experte. Donc, c'est pour les archives de PHT. Tiens. Ben, écoute, c'est tellement gentil. Je pense que notre archiviste va pouvoir en prendre grand soin. Ben, écoute, Naila, moi aussi, je voulais pas vous recevoir les mains vides, donc j'ai préparé un cadeau pour toi et l'équipe de TVRM. Oh wow, merci. De vous faire super! Ah, c'est génial! Je vous souhaitais la prospérité. Non, je vous fournis même le dessous. Donc, wow, je vais aller me faire des crêpes. Je vais en faire pour tout le monde à TVRM. Bienvenue à Rester branché. Vous êtes retraité depuis 15 ans. C'est une belle expérience à vivre. J'explore beaucoup, puis de temps en temps, des bonnes idées qui surgissent. Si vous avez des conseils à nous donner. Il faut toujours se fier à la communication qui est importante. Pour vous, prendre votre retraite, c'était quand même quelque chose qui était facile à décider de prendre. Oui, j'avais aucun stress par rapport à ça. Donc, c'est ça, je m'étais bien préparée pour la retraite, puis je savais exactement ce que je voulais faire. C'est quoi les options qu'on a? La socialisation est très importante. Très important. Vous avez combien de bénévoles à peu près? On est à 95 bénévoles présentement. Oh, 95, Ouais. c'est beaucoup. J'aime le faire du bénévolat. J'aime les gens. J'aime les gens. On a une plateforme qui s'appelle jebénévole.ca. Je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de faire des belles choses tout en étant à la retraite. Ça occupe notre mental. Oui. Et ça nous aide à bien vieillir.
La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Dans le cadre de la Semaine nationale de la prévention du suicide, nous recevons Nathalie Bolduc, porte-parole à la santé publique du CIS de Lanaudière, afin d'aborder la campagne de cette année qui a pour thème « Ensemble, tissons l'espoir ». Bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de l'importance de cette semaine, de cette 36e édition. Alors, c'est toujours important de parler de la prévention du suicide parce qu'il y a de la souffrance. Les gens qui arrivent à avoir une idée suicidaire ou qui essayent de mettre fin à leur jour, qui tentent de mettre fin à leur jour, et même ceux qui décèdent, ne veulent pas mourir. Ce qu'ils veulent, c'est arrêter de souffrir. Et chaque décès par suicide touche 10 personnes de très, très proches et 120 personnes sont touchées énormément. Alors, ça fait beaucoup de gens qui souffrent dans notre région et partout au Québec. Donc, faire une semaine de la prévention du suicide, c'est un minimum. Il faut en parler 52 semaines par année, mais cette semaine, on prend le temps de s'arrêter puis de se rappeler que c'est important d'en parler. Et puis en 2026, cette année, à quoi ça ressemble cette semaine-ci? Alors, on parle Tissons l'espoir pour plusieurs raisons. D'abord, on est rendu maintenant à l'étape de dire faut promouvoir une bonne santé mentale. Alors, il faut parler déjà de bien aller, d'être bienveillants les uns envers les autres, que l'ensemble de la population, l'ensemble des gens, chaque personne peut faire quelque chose, puis de manière très simple pour prévenir le suicide. Sourire à quelqu'un, être à l'écoute, prendre le temps, poser la question « Comment ça va? » pour de vrai, puis prendre le temps d'écouter, même si la réponse c'est « Ça va pas ». Et là, de diffuser, nous, ce qu'on veut faire aussi aujourd'hui, c'est parler de toutes les ressources qui existent. Parce qu'on est content, tranquillement, depuis plusieurs années, ça fait 36 ans qu'on fait une semaine de prévention du suicide, et au travers de toutes ces années-là, les centres intégrés de services sociaux et de santé, celui de Lanaudière, entre autres, ont développé des services avec les partenaires. Et ça, c'est une chose qui est très belle. La prévention du suicide, c'est l'affaire de tout le monde. Et ce n'est pas les services publics seuls qui peuvent agir. Alors, on est en partenariat, entre autres, dans notre région, avec le Centre de prévention du suicide de Lanaudière, qui est un organisme qui est très actif, et avec différents partenaires, le Centre de crise, on peut agir. Et c'est ce qui fait que dans notre région, on a un taux qui est relativement stable de suicide et même plus faible que dans d'autres parties du Québec. Et je crois que tout part de la prévention. Vous parlez des ressources, parlons-en, puisque la prévention est un point crucial. Alors, dans la région, évidemment, il y a le 1866 appel, qui est une ligne, là, vous avez les numéros à l'écran, oui, exact. Qui est une ligne partout au Québec. Peu importe où vous êtes, à Lanaudière ou ailleurs, ça ne change rien. Quand vous appelez à cette ligne-là, vous allez avoir un intervenant professionnel, 24 heures sur 24, qui va prendre le temps avec vous pour vous soutenir. Que vous ayez des idées suicidaires ou que vous soyez un proche qui est inquiet pour quelqu'un autour de lui, que vous soyez un endeuillé par suicide ou simplement vous avez des questions. Bien là, mon fils ou mon père ou mon conjoint a changé de comportement. Est-ce qu'il faut que je m'inquiète? Bien, vous pouvez appeler. Les gens vont prendre le temps de vous soutenir et de vous accompagner. En même temps, il existe aussi la ligne InfoSocial, que vous connaissez probablement. C'est comme le pendant d'InfoSanté, mais pour ce qui n'est pas physique. Alors, c'est le 811 option 2. Même avant d'être rendu à avoir des idées suicidaires, alors on ne se sent pas bien, ou on trouve que notre proche ne va pas bien, bien, on peut appeler là. Ce qui est beau, c'est que c'est la porte d'entrée des services aussi, des services publics, puis les gens qui vont vous répondre, c'est des professionnels, et ils vont vous dire, ils connaissent tous les services qu'on a dans Lanaudière, ils vont pouvoir vous orienter de la bonne façon.
Il y a aussi des sites web qu'on peut consulter, 53 53 53 pour clavardage aussi. Ça, c'est pour les textos. Texto. On sait qu'il y a beaucoup de gens que ça ne leur tente plus de parler au téléphone. Alors, on a mis en place une ligne qui existe, 53 53 53 pour texter. Pour clavarder, c'est suicide.ca. En même temps, sur le site de suicide.ca, je l'ai eu, hein? Oui. Il y a beaucoup d'informations et de ressources. Donc, je vous laisse continuer. Il nous reste une trentaine de secondes. Un message en terminant là, Alors, pour le public. Il existe de l'aide. Demandez de l'aide. Et si vous voyez qu'un de vos proches ne va pas bien, accompagnez-le. Quand on est dans la souffrance, c'est très difficile de faire les démarches toute seule. Vous pouvez appeler avec lui, l'accompagner aux urgences. Prenons soin les uns des autres et laissons pas les gens qui souffrent seuls. De l'aide existe. Je vous remercie sincèrement, Mme Bolduc, pour votre passage en studio. Un gros merci. Merci. À Vue d'ici cette semaine, on discutera d'insécurité alimentaire avec Johan Duroy de Moisson-Lanaudière, alors que les demandes alimentaires ont bondi de 38 % depuis 2022 dans la région. De plus, on parlera d'histoire locale avec Cassandra Smith de la Société d'histoire et de patrimoine de Terrebonne, qui a célébré ses 50 ans l'an dernier. La Société en profitera pour présenter sa programmation d'hiver-printemps 2026. C'est donc à voir cette semaine dans cette nouvelle édition de Vue d'ici. J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! Du côté culturel, la ville de la Valtrie invite le public à découvrir l'exposition Lumière noire de Montréal. Présentée à la bibliothèque Sylvie Touin jusqu'au 26 février prochain, on y retrouve les œuvres du photographe Nick Ruxandou. Nous l'avons rencontré pour en apprendre davantage sur sa démarche, son travail et sa contribution à la communauté. Voici le reportage de Naila Houd. Je suis originaire de la Roumanie, mais je suis au Québec depuis 2004, ça fait un bout. Ici à la Valtrie, je suis résident depuis 5 ans. Comment ça a commencé le tout en parlant de la photographie? Bon, en 1980, très précisément, j'ai pris pour la première fois l'appareil photo familial. C'était un appareil de production soviétique, un Smena 8M pour les connaisseurs. Donc c'était un appareil complètement mécanique, rien d'électronique, rien d'électrique. Au fur et à mesure que le temps a passé, j'étais sollicité à maintes reprises de partager mon expérience et c'est ça qui m'a déterminé en 2023 de réaliser le club photo ici à la Maison des Jeunes de la Valtrie. Donc j'ai mis les fondements, disons, j'ai créé ce club de photographie pour les jeunes de la Maison de Ville de la Valtrie. Puis pendant le semestre d'automne, la session d'automne, j'ai donné des cours de photographie à ces jeunes-là. Ce n'était pas juste des rencontres où on s'amusait avec les appareils photo. D'ailleurs, la ville de la Valtrie a appuyé l'initiative. Le service de culture a appuyé l'initiative d'avoir ce club-là. Puis la Maison des Jeunes a aussi des équipements photo qui ont été prêtés aux jeunes. Puis avec moi, ils ont appris les rudiments, la base de la photographie. Puis on a fait des exercices, on a eu plusieurs activités. Ça se passait une fois par semaine, les mercredis soirs. Puis comme j'ai dit, on a commencé en début d'octobre, puis le mois de décembre, ils ont eu le bonheur de présenter leurs propres images. On a organisé une petite exposition. Également, j'ai été membre
du regroupement des gens d'affaires de la Valtrie, une organisation qui a reconnu ma contribution pendant les galas des lauréats 2024. Durant ces activités, ma contribution était de réaliser des vidéos, des événements, puis de prendre des photos, donc réaliser des montages photo-vidéo, des reportages photo-vidéo. Fait que c'était une deuxième contribution. Puis également, j'étais un des exposants durant l'exposition Sentier artistique 2024. Puis maintenant, voilà, je suis ici un des artistes qui présente ses œuvres. Je suis très content que la ville de la Valtrie appuie les artistes locaux. Puis je pense que c'est bénéfique des deux côtés, et pour la ville, mais pour l'artiste aussi qui se sent encouragé et reconnu. Je présente des photographies en noir et blanc. La photographie noir et blanc est une photographie très puissante. Une des caractéristiques, c'est qu'elle élimine les distractions qui peuvent être amenées par la photographie en couleur. Quoique même la photographie en couleur est une photographie forte, elle a sa propre personnalité, puis parfois la photographie en couleur, c'est un meilleur choix que la photographie en noir et blanc. Mais la photographie en noir et blanc garde son allure de photographie d'art, de photographie un peu plus sérieuse. Bon, il y a certaines façons de voir la photographie en noir et blanc, mais bon, pour moi, ça a été un choix, puis j'ai essayé de ramasser ici et de présenter quelques images qui ont des histoires derrière et qui représentent des souvenirs importants pour moi. C'est la première image que vous voyez, puis c'est également la première image d'un concours qui a été gagné, que j'ai gagné, un concours qui a été organisé par CAPA, l'Organisation canadienne d'art photographique. Ça représente l'intérieur de la basilique Notre-Dame. Petite histoire, ça a été très intéressant à réaliser cette photographie, et quand je dis très intéressant, dans le sens très exigeant, parce qu'il y avait plein de monde là-dedans. On ne le voit pas ici, mais il y avait plein de monde. Puis c'était pas parce que les gens essayaient de se mettre devant ma caméra, mais surtout ils étaient intéressés à qu'est-ce que je fais. La petite histoire derrière cette photo, c'est que j'ai eu seulement 2 minutes, peut-être même pas, pour réaliser la photo. Le ciel était très, très, très couvert, mais pour très peu de temps, pour moins de 2 minutes, c'est le soleil qui est sorti, fait que j'ai arrêté la voiture. J'ai réalisé la photo de ma voiture, je n'ai même pas descendu parce que je n'avais pas vraiment le temps. Cette photo, je ne sais pas si vous pouvez vous apercevoir, mais ça représente un emblème du Québec. C'est le rocher percé. J'ai eu la chance de réaliser cette photo dans le temps quand c'était permis de descendre pour se rapprocher. Comme vous pouvez voir, l'océan a été retiré, fait que j'ai eu la possibilité de réaliser cette photo d'un angle qui n'est pas habituel et que la plupart des gens ne connaissent pas. Les 2 prochaines photos me sont chères parce qu'elles représentent un artiste roumain qui cumule plus de 40 ans d'expérience en Europe et en Amérique du Nord. C'est un guitariste et un luthier célèbre ici à Montréal. Il s'appelle Marius Luca. Ces 3 photos qui complètent la série représentent un triptyque. D'ailleurs, si vous remarquez, l'emplacement des images est conçu pour mener au centre. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement, puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré.
La Ville de Terrebonne et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ont signé une entente concernant des événements à l'origine de plaintes pour profilage racial déposées par 4 personnes noires. Cette entente, hors cours sans admission de responsabilité, met un terme à 4 procédures judiciaires intentées par la Commission des droits contre la Ville. Elle concerne différentes interceptions routières dont les personnes plaignantes ont fait l'objet alors qu'elles étaient au volant d'un véhicule. La Ville s'est également engagée à mettre en place différentes mesures d'intérêt public, dont une actualisation et une bonification de la politique actuelle portant sur le profilage racial. La Maison Adémar-Dion est heureuse d'annoncer 2 nouvelles destinations pour ses voyages caritatifs prévus en octobre 2026 et octobre 2027. Il s'agit de la 2e édition du Trek au Maroc et d'un Trek en Andalousie. Ces aventures invitent les participants à vivre une introspection profonde et à se dépasser tout en soutenant les soins palliatifs gratuits et empreints de bienveillance offerts à la Maison Adémar-Dion. Les inscriptions sont présentement ouvertes sur le site web de la Maison Adémar-Dion. Du côté de Saint-Lin-Laurentide, maintenant, la Ville annonce l'obtention des 2 subventions totalisant plus de 358 000 $ pour réaliser des aménagements visant à améliorer la sécurité des déplacements autour des 3 établissements scolaires du territoire. Les travaux commenceront dans les prochains mois, La mairesse Isabelle Auger souhaite remercier le gouvernement pour cette aide financière essentielle, qui permettra d'accélérer des aménagements attendus par les familles de la municipalité. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.